my life I've tried to put out of my mind what happened. I couldn't believe that it actually happened. She both loves them and then hates them. This is a woman without a soul. They did what the mother said, and they didn't question what she wanted done. Hello? Hi, my name is Terry Noor. Le 27 octobre 1993, le bureau du shérif du comté de Nevada en Californie reçoit un appel de Terry Noor, une jeune femme âgée de 23 ans. Elle m'a dit qu'elle avait déjà appelé toutes les autorités de la région. Elle avait l'impression qu'ils la prenaient pour une folle à cause de l'étrange histoire qu'elle leur racontait. Elle a décrit un corps en feu près d'une route. Mais moi, j'étais habitué aux affaires comme celle-là. Je lui ai assuré que je la croyais, que je savais de quoi elle parlait. Mais le crime dont Terry parle ne date pas d'hier. Ce meurtre a eu lieu il y a près de 10 ans, tout près de là, dans le comté de Placer. Ça faisait plusieurs mois qu'elle racontait cette histoire à différents services de police. Nous étions très excités quand nous avons appris ces renseignements, car personne n'aurait su cela, à moins d'avoir été sur les lieux du crime, ou d'en connaître les auteurs. L'enquête a débuté 9 ans auparavant, après une sinistre découverte. Une femme a appelé au bureau à environ 4h30 du matin et a déclaré au répartiteur qu'il y avait un corps qui brûlait sur le bord de l'autoroute. Alors nous avons envoyé nos autopatrouilles. Le feu brûlait toujours et le corps d'une femme gisait à environ 8 mètres de l'autoroute. La majeure partie de son corps était brûlée. Ses vêtements avaient aussi brûlé. Les experts en criminalistique établissent qu'on a aspergé la victime d'essence. Le côté gauche de son visage était la seule partie de son corps qui n'était pas brûlée, en plus de son dos et de ses jambes qui étaient contre le sol. Il n'y avait absolument aucun moyen d'identifier ce corps. Aucun témoin ne s'est présenté à la police. Elle avait du ruban adhésif sur les joues, sur la bouche et sur les mains. Les policiers trouvent plusieurs articles personnels, dont des vêtements, des bijoux, ainsi que des ustensiles. Ils craignent aussi que la vie d'un enfant soit en danger. On a trouvé des couches sur les lieux du crime, ce qui était très surprenant. Il était possible qu'une jeune mère ait été kidnappée avec son enfant. Il s'agissait peut-être d'un tueur en série qui rôdait dans la région. Nous avons fouillé toute la région, mais nous n'avons pas trouvé d'enfant. Nous nous sommes donc longuement demandé quel était donc le lien entre le crime et les couches. Les enquêteurs avaient l'impression que quelqu'un s'était débarrassé de ce corps. Peut-être de la région métropolitaine de Sacramento ou de Reno. On conçoit un portrait robot de la victime, mais personne ne se présente au poste pour l'identifier. Le médecin légiste établit que la victime était toujours en vie lorsqu'on a mis feu à elle. On étiquette le corps comme étant Jane Doe, numéro 4858-84. Nous n'avons jamais classé cette affaire. Nous y revenions de temps en temps. Puis, Terry Noor révèle que Jane Doe était en fait sa sœur Susan, âgée de 17 ans. Jusqu'à ce moment, je chassais un fantôme. J'avais finalement un nom. Et ça, c'était extrêmement important. Mais Terry Noor fait d'autres révélations choc. Toute ma vie, j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé. J'ai peine à croire que c'est arrivé.
Elle craint pour sa vie. Elle avait une peur bleue d'être la prochaine victime. Terry Knorr a peur de sa propre mère. Teresa Cross Knorr naît à Sacramento, en Californie, en 1946. Ses parents se nomment Jim et Swanee Cross. Vers la fin des années 1950, on a diagnostiqué la maladie de Parkinson à Jim et il a perdu son emploi. Il a sombré dans une grave dépression. Swanee et sa sœur aînée Rosemary font vivre la famille, mais l'ambiance à la maison est tendue. Teresa avait une relation assez compliquée avec sa mère et sa sœur Rosemary. Les deux filles se disputaient constamment pour avoir l'attention de leur mère. Mais des membres de leur famille ont dit plus tard que la mère accordait toujours toute son attention à Teresa. Alors que Teresa n'a que 14 ans, sa mère succombe à une crise cardiaque. Sa mère est subitement morte dans ses bras. Elle venait de perdre la personne dont elle était le plus proche. Je crois que Teresa a commencé alors à se demander qui l'aimerait à présent. Elle a vécu un épisode dépressif majeur, ce qui témoigne d'une maladie mentale très grave. La perte de sa mère marque à jamais la personnalité de Teresa. Le début de l'adolescence est souvent le point d'origine du trouble de la personnalité limite, une maladie psychologique grave. Je crois que c'est à cette époque qu'a commencé ce genre de comportement qu'il a suivi durant toute sa vie. Un autre traumatisme l'attend. Le faible sentiment de sécurité que ressentait Teresa s'est évanoui en un instant. Teresa est très belle, et elle le sait. Elle commence à manipuler les hommes grâce à son charme. Il n'est pas rare que les gens atteints d'un trouble de la personnalité limite se servent de leur sexualité afin d'attirer et de garder les gens dans leur vie, puis de les exploiter. C'est comme ça qu'elle a rencontré l'homme qui deviendrait son premier mari. Moins d'un an après la perte de sa mère, Teresa est mariée et attend un enfant. Elle avait l'impression d'avoir retrouvé la stabilité qu'elle avait perdue à la mort de sa mère. Cliff Sanders, un ouvrier agricole âgé de 21 ans, est originaire de la communauté rurale de Galt, en Californie. Galt est une petite ville du comté de Sacramento. C'est une petite ville typique du sud-ouest. Beaucoup de gens portent des bottes de cow-boy. Mais la dépendance affective et les insécurités de Teresa commencent à peser sur leur couple. Leur relation a rapidement tourné au vinaigre parce que Teresa se montrait jalouse dès qu'il sortait ou qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Elle le gardait toujours à l'œil. Et c'est ce qui a détruit leur couple. C'était une maniaque du contrôle. Elle le suivait partout pour s'assurer qu'il ne fréquentait pas d'autres femmes. Puis, Teresa donne naissance à un fils. Le printemps suivant, elle tombe à nouveau enceinte. Mais l'atmosphère n'est pas à la fête. Cliff en a assez. Être marié à une personne comme Teresa serait à la fois le paradis et l'enfer. Le paradis lorsqu'elle est heureuse, en forme et sexy. Mais l'enfer lorsqu'elle est prise de rage. Et le pire, c'est que vous ne savez pas ce qui déclenche sa colère. Et personne ne peut imaginer la terreur et la torture qu'elle sèmera sur son passage.
En octobre 1993, Terry Knorr révèle à la police californienne le terrible secret qui la hante depuis près de 10 ans. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour Salt Lake City. Je l'ai interrogée pendant 4 heures. Elle était très contente d'apprendre que quelqu'un travaillait sur cette affaire. Terry Knorr révèle que le corps brûlé trouvé en bordure de l'autoroute en 1984 était celui de sa sœur de 17 ans, Susan. Mais ce n'est pas tout. Le corps d'une autre jeune femme avait été jeté près de la rive d'un petit lac. Elle était ligotée dans une boîte de carton. On avait disposé des 2 corps à environ 1 an d'intervalle et à moins de 10 km l'un de l'autre. La jeune femme dans la boîte était ligotée avec plusieurs types de cordes. Mais même s'il est inhabituel de trouver 2 corps comme ceux-là si près l'un de l'autre, nous n'avions pas réussi à établir un lien entre eux. À l'époque, on ne parvient pas à identifier le corps. Mais Terry finit par avouer qu'il s'agissait de sa sœur Sheila, alors âgée de 20 ans. Elle avait une peur bleue d'être la prochaine victime. Qu'est-ce qui va m'arriver? Sa mère, Teresa, a été traumatisée à vie lorsque sa propre mère est morte dans ses bras. Le symptôme principal du trouble de la personnalité limite est la peur de l'abandon. Ces sautes d'humeur sont trop lourdes à porter pour son mari, Cliff. Il en avait assez de toujours se faire accuser d'être infidèle. Il a dit à Teresa que c'était terminé, qu'il s'en allait. Il était très clair que c'était prémédité. Elle a enlevé le cran de sûreté, elle a armé le fusil et elle a visé. Il a mis ses mains devant lui pour se protéger. Elle a tiré et la balle lui a transpercé le poignet et le cœur. C'est sans aucun doute un meurtre. Elle était allée chez le voisin et avait parlé à la femme du shérif adjoint. Elle avait spontanément avoué qu'elle avait tué son mari parce qu'il allait la laisser et partir avec son argent. Le 30 août 1964, Teresa comparaît en justice pour meurtre. Ses avocats prétendent qu'il s'agit de légitime défense et la dépeignent comme une victime. Une femme battue, enceinte de son 2e enfant. Malgré l'absence de preuves d'abus physiques ou de contusion, son avocat a réussi à la dépeindre ainsi aux yeux du jury. Le 22 septembre 1964, le jury livre son verdict. Non coupable. Non seulement elle a été déclarée non coupable, mais les jurés se sont précipités sur elle et l'ont pris dans leurs bras en lui disant « Pauvre petite, au moins maintenant tu es libérée de ce monstre. » Mais les apparences sont trompeuses. Le lendemain, elle s'est présentée à mon bureau, sans robe de maternité, pour récupérer le fusil. Généralement, lorsqu'on est lavé d'une accusation de meurtre, on revient chez nous, on remercie les dieux et on ne retourne jamais au palais de justice. Ça démontre bien le genre de personne qu'elle était. Elle cherchait à humilier le procureur. Vouloir humilier les hommes est très courant chez les femmes qui souffrent du trouble de la personnalité limite. Son acquittement dans l'affaire du meurtre de son mari a donné l'impression à Teresa qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, sans se soucier des conséquences. Après le procès, Teresa emménage dans un petit appartement à Rio Linda, en Californie, et recommence à fréquenter les hommes et à les exploiter. Elle a commencé à utiliser tous les hommes qui allaient et venaient dans sa vie, que ce soit à titre de gardien ou encore pour leur argent. Puis, lorsqu'elle en avait assez d'eux, elle passe à un autre homme. Le 13 mars 1965, Teresa donne naissance à son 2e enfant, Sheila.
Je crois qu'à cette époque de sa vie, alors qu'elle aurait dû vivre la fin de son adolescence ou le début de sa vie d'adulte, elle se sentait piégée par ses enfants. Elle laissait donc la garde de ses enfants aux autres afin de pouvoir faire ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Sortir, s'éclater et redevenir jeune. Teresa tombe enceinte une 3e fois et se marie à nouveau, cette fois à Robert Knorr. En 1966, Susan vient au monde, suivie peu après par William et Robert Jr. 5 enfants, mais d'autres ennuis conjugaux à l'horizon. Les gens atteints du trouble de la personnalité limite n'apprennent pas de leurs erreurs et revivent encore et encore les mêmes relations chaotiques et instables. 2 mois après son divorce de Robert, Teresa, maintenant dans la mi-vingtaine, a donné naissance à son 6e enfant, une fille qu'elle a nommée Terry. La jeune mère sait comment faire souffrir son ancien mari. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait aucune loi qui protégeait les droits des pères, et il n'a jamais revu ses enfants. Ce comportement était très typique chez elle. Elle sortait simplement cette personne de sa vie et de celle de ses enfants. Ses enfants ont vite compris qu'eux aussi seraient évacués de sa vie s'ils ne restaient pas dans ses bonnes grâces. Ses filles la mettent hors de ses gonds. Terry m'a dit que sa mère n'aimait pas les femmes et qu'elle n'aimait pas ses filles parce que c'étaient des femmes. Sa beauté se fane et le pèse-personne ne ment jamais. Elle m'a déjà dit qu'elle avait l'impression que sa mère était de plus en plus jalouse de ses filles car elles étaient jeunes et belles. Terry révèle aux enquêteurs que lorsque sa mère a commencé à boire, la vie est devenue un véritable enfer. Elle leur lançait des couteaux à steak ou des ciseaux. Pour ses fils, la vie avait ses hauts et ses bas. Elle aimait ses 2 fils. Elle ne les maltraitait pas trop, selon Terry. Mais elle se servait d'eux pour infliger les sévices aux autres. Dès leur plus jeune âge, elle leur a montré à faire tout ce qu'elle voulait. Alors c'est ce qu'ils faisaient. Quelle mère ferait ça? Les choses vont de mal en pis. Ce qui rend dangereux les gens qui ont une personnalité limite, c'est leur impulsivité, leur comportement imprévisible et leur prédisposition à la violence. Je crois que Teresa Knorr était véritablement une mauvaise personne. Elle ne montrait aucune empathie envers les membres de sa famille. C'est une femme sans âme. En octobre 1993, les enquêteurs tentent d'élucider une étrange histoire d'enfants maltraités et de double homicide qui leur est rapportée par une femme terrifiée. Terry a appelé la police. Elle avait finalement trouvé une façon de faire face aux horreurs qu'elle avait vécues pendant son enfance. La mère de Terry Knorr, Teresa, était une femme instable et méchante. Susan a été la première à subir les mauvais traitements de sa mère, car c'était la seule qui lui tenait tête et elle lui faisait concurrence. Sa consommation d'alcool ne fait qu'exacerber sa fureur. Teresa a affirmé qu'une des raisons pour lesquelles elle faisait cela à Susan, c'est qu'elle croyait que c'était une sorcière.
Elle croyait véritablement que sa fille était une sorcière et qu'elle jetait des sorts à toute la famille. Je crois que son alcoolisme avait provoqué chez Teresa ce qu'on appelle une psychose due à l'alcool, ce qui lui donnait des idées fausses sur tout ce qui se passait dans sa vie. Teresa ordonne à ses fils de l'aider à torturer leur sœur. Je crois que les garçons acceptaient de battre leur sœur afin d'éviter les mauvais traitements de leur mère. Il vaut mieux de s'allier à l'agresseur que de protéger la victime. En outre, ils déshumanisaient leur sœur pour ne pas se sentir coupables. Ils ne les considéraient pas comme des êtres humains qui se faisaient maltraiter. Terry révèle que sa mère permettait à ses fils d'avoir un emploi après l'école et de fréquenter des amis, mais qu'elle gardait ses filles à la maison. Ils ont été endoctrinés dans une famille complètement dysfonctionnelle, mais ce mode de vie était presque normal pour eux. Je ne savais pas quoi faire. Croyez-moi, je me suis posé la question des centaines de fois. Pourquoi ne pas emmener mes sœurs avec moi et m'enfuir? Terry déclare que puisqu'elle était chef de famille monoparentale, sa mère avait besoin d'argent. En 1980, des policiers de Sacramento arrêtent Susan Knorr, âgée de 15 ans, la soupçonnant de fugue et de prostitution. Elle les supplie de ne pas la ramener à la maison et leur parle des sévices qu'elle endure. Mais sa mère se révèle être une excellente menteuse. À l'époque, les agences avaient tendance à croire davantage le parent que l'enfant. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'un parent puisse poser des gestes aussi violents et sadiques que ce que Teresa a fait à ses enfants. Sa mère a forcé Terry à dire aux autorités des services de protection de l'enfance que personne n'était maltraité à la maison, qu'il n'y avait aucun problème, et ils ont ramené Susan à la maison. La tentative d'évasion désespérée de Susan est une erreur fatale. Elle est maintenant prisonnière chez elle, gardée par ses frères. William et Robert étaient toujours sous l'emprise émotionnelle de la personne qui abusait d'eux. Voici le quartier adjacent au parc de maisons mobiles et aux immeubles d'appartements dans lesquels les Knorr vivaient à l'époque. Les sévices et les tourments continuent. Elle gave ses enfants de force. Elle leur raconte de terrifiantes histoires avant le coucher afin de les garder sous son emprise. Teresa croyait qu'elle était une bonne mère, mais elle était très violente envers eux, et en leur faisant voir ses deux visages, elle montrait aux enfants qu'elle pouvait aussi bien donner que reprendre son amour. En juin 1983, une dispute dérape. Susan a reçu un coup de feu dans la poitrine. La balle n'a pas touché d'organes vitaux. Terry m'a dit que sa mère avait mis Susan dans la baignoire et l'avait soignée afin qu'elle guérisse de cette blessure. Elle ordonne à Terry de l'aider à soigner sa sœur. La soudaine préoccupation de Teresa pour la santé de sa fille reflète bien son instabilité. Si Teresa a pu tirer une balle à Susan, puis se mettre à la soigner aussitôt après, c'est qu'elle était incapable de prévoir les conséquences de ses actes. Elle l'a gardée dans la baignoire pendant environ un mois, le temps de la soigner. Les enfants, traumatisés par des années de brutalité, ne disent rien à personne. Mais Teresa a aussi un autre visage. Elle vient en aide aux patients et aux personnes âgées dans les maisons de soins et les hôpitaux de la région. Les gens atteints d'un trouble de la personnalité limite sont capables de fonctionner correctement en société. Ils peuvent agir comme une bonne mère ou comme une bonne employée.
Teresa Noor a battu sa fille Susan, l'a blessée par balle, puis l'a soignée. Mais la suite de l'histoire est tout simplement inimaginable. En octobre 1993, Terry Noor révèle aux enquêteurs l'enfer qu'elle a vécu aux mains de sa mère Teresa, une femme violente et manipulatrice. Teresa offre parfois des cadeaux, mais seulement à certains de ses enfants. Elle se servait de ces cadeaux pour manipuler ses enfants, pour que lorsqu'ils lui reprocheraient la violence qu'elle leur infligeait, elle pourrait leur dire « Ne te rappelles-tu pas le voyage à Disneyland? Ne te rappelles-tu pas quand je t'ai emmené au cinéma? Ne te rappelles-tu pas quand je t'ai emmené au restaurant ?» Elle se disait que les bonnes mères faisaient ce genre de choses et qu'ainsi personne ne pourrait penser qu'elle était une mauvaise mère. Are you serious? I can't believe it. Oh my gosh. Well, you deserve it. Thank you. Yeah, these are almost fun. Oh my gosh. I love you, boys. Elle pouvait être tout à fait gentille, puis l'instant d'après, elle devenait démoniaque. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec elle. Elle blesse sa fille Susan par balle, puis la soigne, avant de lui enfoncer des ciseaux dans le dos. Susan comprend qu'elle doit faire quelque chose. C'est une question de vie ou de mort. Susan allait avoir 18 ans. Alors sa mère lui a dit qu'elle la laisserait partir à une condition, qu'elle lui laisse retirer la balle. Dans sa paranoïa, elle craignait qu'un jour Susan se rende à l'hôpital et qu'on établisse un lien entre la balle et Teresa. Susan accepte à contre-cœur. C'est la seule façon d'échapper à l'enfer qu'elle vit. En juillet 1984, Teresa pratique une chirurgie maison afin de retirer la preuve de sa cruauté envers Susan. Elle a donné à Susan une bouteille de whisky à boire et l'a fait étendre sur le sol de la cuisine, puis a pris un couteau tranchant et a retiré la balle de son dos. Nous avons supposé que Susan avait contracté une infection, ce qui l'avait de plus en plus affaiblie, mais enrageait Teresa Noor au plus haut point. Teresa a donné à sa fille des antibiotiques et de l'ibuprofène, mais rien ne semblait fonctionner. Elle est devenue léthargique. Ses yeux ont tourné au jaune et elle en est venue à ne pas pouvoir contrôler ses intestins. Teresa insiste pour que ses autres enfants ignorent leur sœur. À ce moment-là, Susan portait des couches. Elle était allongée à même le sol, face contre terre ou sur le dos, et pour circuler dans la maison, on devait l'enjamber. Teresa en a assez. Un soir, Teresa a demandé à ses deux fils, William et Robert, de s'emparer de Susan, qui gisait par terre. Susan était toujours en vie, mais elle était dans un état très grave. Je crois qu'à ce moment, les garçons étaient assez forts pour stopper leur mère s'ils l'avaient voulu. La famille est partie en voiture pour la région montagneuse de Lake Tahoe. Elle n'était pas consciente, mais elle respirait toujours. Ils l'ont déposée encore tout habillée en bordure de la route, avec tous ses effets personnels. William met feu à sa sœur. Les garçons se sont rendus jusqu'à participer à l'immolation de Susan parce qu'ils s'étaient désensibilisés à la violence. À leurs yeux, ils ne faisaient que sortir les ordures. Ils ne brûlaient pas un être humain. Teresa avait apporté tous ses effets personnels dans 2 sacs à ordures.
Mais pourquoi diable une mère élèverait-elle une fille pendant 17 ans pour ensuite la brûler? Quelle mère ferait ça? Dans sa déclaration à la police, Terry Knorr affirme qu'elle souhaitait que la violence cesse, au moins pendant un moment. Mais pour sa mère, le diable avait quitté un corps et avait pris possession d'un autre, celui de sa fille aînée, Sheila. Encore une fois, William et Robert sont forcés d'aider leur mère à battre et torturer leur sœur. En juin 1985, le tourment parvient à son inévitable conclusion. Un jour, elle a commencé à la battre et elle a demandé l'aide de ses fils. Ils l'ont battue sauvagement, puis ils l'ont enfermée dans un placard. Elle ordonne à ses fils de ne jamais ouvrir la porte. Elle était confinée à un placard de 40 par 60 cm tout ou plus, avec des tablettes. Elle n'avait même pas de place pour s'agenouiller, pour s'asseoir ou pour se reposer. Terry m'a dit qu'elle n'a jamais eu la chance de venir en aide à Sheila. Elle criait, pleurait et appelait à l'aide pendant tout ce temps, mais il ne faisait qu'augmenter le volume de la télévision. En 1993, Terry Knorr révèle à la police que sa sœur Susan a été blessée par balle, puis brûlée vive par sa propre mère, Teresa. Teresa a aussi enfermé sa fille aînée Sheila dans un minuscule placard. La dernière chose que Robert a entendue, c'est un bruit sourd. Ça faisait quelques jours que personne n'avait ouvert le placard. L'odeur pestilentielle devient un problème. Sous les ordres de sa mère, William rapporte à la maison une grosse boîte du cinéma où il travaille. Puis, la famille est partie une seconde fois pour Lake Tahoe. Il jette le corps de Sheila en bordure de l'autoroute. À quelques kilomètres de l'endroit où ils se sont débarrassés du corps de Susan l'année précédente. Cette région est accessible par voiture, surtout au printemps et en été. On avait disposé de son corps dans des buissons, où les gens n'avaient aucune raison de se promener. C'était par hasard que le pêcheur est tombé dessus et a été assez curieux pour le regarder. Les enquêteurs ne font pas le lien entre les deux meurtres. Et l'identité des victimes demeure un mystère. Jusqu'à ce que Terry Knorr se présente au poste de police 9 ans plus tard. Terry avait repris une vie normale. Elle était mariée et elle était sur le point de fonder une famille. Elle regardait une émission policière à la télévision et c'est ce qui l'a poussée à communiquer avec la police et à signaler le meurtre de ses sœurs. Elle m'a dit que ces deux affaires étaient liées. Elle m'a révélé que la jeune fille qui avait été brûlée était sa sœur Susan et que la jeune fille dans la boîte était sa sœur Sheila. Elles avaient toutes deux été tuées par sa mère et ses frères. Just afraid. I was afraid to say anything.
Les enquêteurs sont enfin en mesure d'identifier les victimes. Ils comprennent aussi pourquoi il y avait une couche près du corps calciné de Susan. Les sévices physiques et la maladie l'avaient rendue incontinente. Après ces 2 meurtres, la panique s'empare de Teresa. Après la mort de Sheila, Teresa est devenue très paranoïaque, car elle croyait que le placard renfermait des preuves qui pouvaient la lier au meurtre de sa fille. Elle a donc ordonné à Terry d'asperger toute la maison d'essence, puis d'y mettre le feu. Les enquêteurs soupçonnent l'incendie criminel, mais ils n'ont personne à interroger. Toute la famille se tapit dans un motel. Terry, maintenant âgé de 15 ans, craint d'être la prochaine victime de sa mère et prend la fuite. Terry a fait ce qu'elle devait faire pour survivre, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Elle savait que si elle ne le faisait pas, elle serait sans doute la prochaine victime, et elle l'aurait probablement été. Terry voulait s'enfuir de là le plus vite possible. Robert reste à la maison pendant un moment, mais William emménage avec sa copine. Terry se réfugie chez des amis qui lui offrent l'hospitalité. Près de 10 ans plus tard, les enquêteurs rouvrent les 2 affaires. Mais ils doivent maintenant prouver les terribles allégations de Terry. Ils commencent avec le cas de Susan. L'enquête de ce crime était terriblement frustrante, car nous n'avions aucune preuve tangible de l'existence de Susan Knorr. Pas d'album photo, pas de journal intime, rien qui avait appartenu à Susan. Je crois que Teresa voulait se débarrasser de Susan et de tous ses effets personnels pour ne pas qu'il reste de preuves chez elle. Les écoles ont joué un rôle important dans l'enquête. Nous n'avions aucune photo de Susan, alors nous avons consulté l'album souvenir de sa dernière année à l'école. J'ai finalement trouvé une photo de Susan. Et c'est la seule photo de son enfance qui nous soit jamais parvenue. Les enquêteurs découvrent que la boîte dans laquelle Sheila a été retrouvée venait d'un cinéma du coin. Les dossiers d'employés contiennent un nom qu'ils connaissent bien, William Knorr. Nous nous sommes rendus au laboratoire médico-légal de Sacramento, au département de la justice, où on a analysé la boîte et relevé les empreintes de William et de Robert Knorr. Nous avons ainsi pu établir que les 2 frères avaient été sur les lieux du crime. Les autorités ont maintenant un motif pour arrêter Teresa, Robert et William. Nous avons découvert que William vivait dans la région et nous l'avons arrêté. Nous avons aussi appris que Robert était en prison dans l'État du Nevada pour un autre meurtre qu'il avait commis. Nos agents s'y sont rendus en avion avec en main un mandat d'arrestation et ils l'ont ramené en Californie. William nie d'abord avoir été mêlé à la mort de ses sœurs. Après lui avoir déballé tout ce que nous savions sur l'affaire, il a finalement admis son implication dans ces 2 crimes. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas seulement arrêté ou dit non à sa mère. Et il a répondu, « Vous ne savez pas ce que c'était qu'habiter dans cette maison avec ma mère. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était. Je devais faire ce qu'elle me disait de faire. » Nous avons posé cette question plusieurs fois pendant l'enquête. Pourquoi est-ce que personne n'a rien dit? Et on nous répondait, c'était comme ça, c'est tout. William et Robert Knorr sont tous 2 inculpés du meurtre de leurs sœurs Susan et Sheila. Les enquêteurs partent ensuite pour Salt Lake City, en Utah, où Teresa vit maintenant sous son nom de jeune fille et où elle donne des soins à domicile à une dame âgée. Elle était maquillée, elle était bien habillée, elle portait une jolie perruque. Elle semblait mener une bonne vie. Teresa Knorr est accusée de 2 meurtres au 1er degré. Une fois qu'elle a été incarcérée à Salt Lake City, elle a enlevé sa perruque,
son maquillage et ses beaux vêtements. Et au fil des jours menant à son extradition, elle est peu à peu redevenue la Teresa Knorr qu'on connaissait tous. Les procureurs abandonnent leur poursuite contre les deux garçons, mais les tiennent toujours responsables de ces meurtres. Il aurait été très difficile de trouver un jury qui les aurait déclarés coupables, compte tenu des sévices qu'eux et leur sœur avaient subis. William a été déclaré complice après le fait, c'est-à-dire qu'il a aidé le coupable après que le crime a été commis, ce qui est un crime moins grave. Il écope d'une peine de prison avec sursis et est forcé à se soumettre à un traitement psychiatrique intensif. Robert plaide aussi coupable à des accusations de complicité après coup. Mais quelque chose le tracasse. Lorsque j'ai préparé Robert à faire face à sa mère en cour, il était terrifié. La dernière chose qu'il voulait faire, c'était revoir sa mère. Ça faisait environ 10 ans qu'elle ne l'avait pas vue. Elle est tombée dans une sorte de transe hystérique. Ça a pris quelques minutes au juge pour se ressaisir et la faire expulser. Vous pouvez imaginer que ce soit le diable ou seulement une maladie mentale, c'était quand même le mal en personne. Robert a écopé de 3 ans à purger en même temps que sa sentence au Nevada, pas de temps additionnel. Robert avait dit qu'il avait grandi dans un asile de fous, mais aucun de nous n'avait compris que c'était véritablement un asile de fous. Les enquêteurs croient que les jeunes filles auraient pu être sauvées. J'ai l'impression qu'au moment où les meurtres ont été commis, ils étaient assez forts pour l'arrêter et ainsi ne pas être impliqués. À la cour, le deuxième mari de Teresa a quelque chose à lui dire. Le 17 octobre 1995, Teresa Knorr plaide coupable aux accusations de meurtre de Susan, 17 ans, et de Sheila, 20 ans. Le procureur s'appuie sur les braves déclarations de Terry. Mais on épargne à celle-ci le choc d'avoir à faire face à sa mère. Teresa Knorr ne fournit aucune explication. Son avocat affirme qu'elle est rongée de remords et que pendant des années, elle a mené une vie bizarre, chaotique et démente, teintée par l'alcoolisme et la maladie mentale non traitée. Le juge déclare à Knorr que ses crimes font foi d'une cruauté qui dépasse presque l'entendement et la condamne à 2 peines de prison à vie consécutives. Elle ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant 2027. Elle aura alors 80 ans. Mais Terry, la seule fille de Teresa encore en vie à ce jour, reste rongée par la culpabilité. J'aimerais seulement que mes sœurs sachent que je n'y étais pour rien dans tout ça et que je les aime. Mais à présent, elles sont disparues, je ne les ai plus. Et j'aimerais les revoir. Je sais que Terry nourrit beaucoup de haine envers sa mère pour ce qu'elle a fait. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Je crois que ma mère a toujours tenté de justifier sa haine envers ses filles. Je ne crois pas qu'elle comprenait pourquoi elle nous détestait à ce point. Je sais seulement qu'elle nous haïssait. Et j'essaierai toujours de comprendre la douleur qu'elle ressentait à l'intérieur qui la poussait à traiter ses filles aussi cruellement. Elle nous battait sans merci pour des choses que nous n'avions pas faites. Comment pouvait-elle justifier ce qu'elle faisait? Quel genre de personne vais-je être jusqu'à la fin de mes jours après ça? C'est ce que j'aimerais savoir. Comment vais-je réussir à l'accepter? Qu'est-ce qui va m'arriver? En 2003, Terry Knorr meurt à la suite d'un infarctus. Elle n'avait alors que 32 ans. Je suis certain qu'elle a vécu de nombreuses nuits remplies de cauchemars.